J'étais dans ma cuisine, en train d'essuyer des flocons d'avoine séchés sur la table, quand le téléphone a sonné. J'ai failli l'ignorer. Mon bébé avait pleuré toute la nuit. J'avais la tête qui martelait. Mon fils de 4 ans avait de nouveau refusé son petit déjeuner. À ce moment-là, mon plus grand problème me semblait à la fois insignifiant et infini. Puis, la voix au bout du fil a dit quelque chose qui a glacé mes mains. Lauren Mitchell, j'ai besoin que vous écoutiez attentivement. Cette femme avec votre mari, en ce moment, ce n'est pas vous? Je me suis appuyé contre le comptoir, soudainement incertaine que mes jambes puissent me soutenir. Pardon. Qui est à l'appareil, ai-je demandé, essayant de garder une voix stable alors que mon cœur commençait à s'emballer. C'est Nina Brox. Je travaille à la succursale du centre-ville de la Harbor National Bank. Vous m'avez aidé il y a des années. Vous ne vous en souvenez probablement pas. Mais je m'en souvenais. 5 ans plus tôt, j'avais sauvé son emploi en prouvant que son superviseur volait. Depuis, nous échangions des sourires polis chaque fois que j'entrais dans la banque. Rien de plus. Cet appel n'avait rien de poli. Votre mari est ici, a dit Nina. Il est dans une salle de conférence privée. Et la femme assise à côté de lui vous ressemble. Elle porte votre manteau, tient votre sac. Elle a présenté votre carte d'identité. J'ai ri, d'un rire sec et brisé qui ne semblait pas être le mien. C'est impossible. Mon mari est en voyage d'affaires. Il est parti hier. Il y eut une pause assez longue pour que mon estomac se noue. Lauren, dit-elle doucement. Je vous connais. Je vous vois souvent. Ce n'est pas vous. Ils essaient de tout transférer, a-t-elle continué, vos comptes, vos propriétés. Et votre mère est avec eux, elle signe en tant que témoin. La pièce a basculé. À cet instant, j'ai compris quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de mots. Pendant que j'étais occupé à survivre à ma vie, quelqu'un était en train de me la voler, et je n'avais aucune idée à quel point j'étais proche de tout perdre. Avant de devenir la femme qui récurait des flocons d'avoine sur une table de cuisine à midi, j'étais quelqu'un de complètement différent. Je m'appelle Lauren Mitchell et j'étais analyste financière senior. Le genre de personne qui restait tard parce qu'elle aimait son travail. Le genre qui pouvait regarder un bilan et voir ce que les autres manquaient. Au cabinet, il disait en plaisantant que j'avais une vision à rayon X. Je pouvais repérer une manipulation cachée sous des chiffres nets et des signatures assurées. Je portais des tailleurs sur mesure. J'entrais dans les salles de conseil sans hésitation. Quand je parlais, les gens écoutaient. Je gagnais mon propre argent, beaucoup d'argent. Je payais mon propre loyer. Je choisissais ma propre vie. Puis je suis tombée amoureuse. Ethan admirait mon intelligence. Du moins, c'est ce qu'il disait. Il me disait que j'étais brillante, déterminée, impressionnante. Quand je suis tombée enceinte de notre premier enfant, il a dit quelque chose qui semblait aimant à l'époque. Tu n'as plus besoin de te surmener autant. Je m'occupe de nous. Après le deuxième bébé, c'est devenu, pourquoi te stresser? Reste à la maison un moment. Après le troisième, ça s'est transformé en, les enfants ont plus besoin de toi que le monde n'a besoin d'une autre analyste. Et lentement, sans un seul moment dramatique, j'ai disparu. Pas d'un coup, mais petit à petit. Ma confiance s'est érodée. Mes emails professionnels ont cessé d'arriver. Mes tailleurs sont restés dans le placard. Mon monde s'est rétréci aux horaires de sieste, aux listes de courses et à la survie quotidienne sans pleurer. Je me disais que c'était temporaire, que je pourrais toujours y retourner. Mais le temps a une façon de transformer les pauses en habitudes et les habitudes en cage. Je n'ai pas perdu mon intelligence. On a simplement cessé de me permettre de l'utiliser. Ethan Mitchell n'est pas devenu contrôlant du jour au lendemain. C'est la partie que les gens comprennent rarement. S'il avait commencé par me dire ce que je ne pouvais pas faire, je l'aurais remarqué. J'aurais résisté. Mais il a commencé par offrir de l'aide, de la protection, du réconfort. Je vais gérer les finances, disait-il. Tu en as déjà assez sur les bras. Et cela semblait raisonnable, voire aimant. Au début, c'était de petites choses. Il me demandait de signer des papiers parce qu'il était occupé. Il les résumait rapidement, avec assurance. Je lui faisais confiance. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? C'était mon mari, le père de mes enfants. Quand je posais des questions, il souriait et m'embrassait le front. Tu t'inquiètes trop.
Quand j'ai mentionné l'idée de retourner travailler, il a froncé les sourcils. Veux-tu vraiment que des étrangers élèvent nos enfants? Quand des amis m'invitaient à sortir, il soupirait. Tu as l'air épuisé. Peut-être la prochaine fois. Avec le temps, les invitations ont cessé. Les décisions n'étaient plus les miennes. J'ai arrêté de savoir où notre argent allait réellement. J'ai arrêté d'ouvrir les relevés bancaires. J'ai arrêté de sentir que j'avais le droit de demander. Il aimait me rappeler à quel point il était sous pression, à quel point il travaillait dur, que tout ce qu'il faisait était pour la famille. Et je le croyais, parce que le croire était plus facile que d'admettre que quelque chose n'allait pas. Au moment où j'ai réalisé que je n'avais aucun accès à nos finances, aucune expérience de travail récente et aucun revenu indépendant, j'étais déjà trop fatigué pour me battre. L'épuisement est un outil puissant. Il vous rend docile. Il vous rend reconnaissant pour des miettes de réconfort. Il vous fait douter de vous-même. Je n'ai pas remarqué la cage qui se construisait autour de moi parce qu'elle était rembourrée de confort, de routine et de confiance. Et au moment où j'ai senti les barreaux, j'étais déjà à l'intérieur. Avec le recul, les signes avant-coureurs étaient là. Ils étaient discrets, ordinaires, faciles à justifier si l'on voulait la paix plus que la vérité. Mon manteau en laine beige a disparu un après-midi. Celui que je portais pour les réunions. Celui qui, selon Ethan, me donnait un air professionnel. Quand j'ai posé la question, il a haussé les épaules et a dit « Nous l'avons probablement laissé au pressing ». Je l'ai cru. 2 semaines plus tard, mon sac à main a disparu. À l'intérieur se trouvait ma carte d'identité, quelques cartes de crédit, des choses que j'utilisais rarement. Ethan a dit l'avoir retrouvée plus tard dans la voiture, légèrement endommagée. Quand j'ai remarqué que mon permis de conduire semblait différent, il a ri et m'a dit que j'imaginais des choses. Je me suis dit que j'étais surmené. Ma mère a commencé à appeler plus souvent, posant des questions étranges. Est-ce que je dormais assez? Est-ce que je me sentais dépassé? Avais-je déjà pensé à prendre une longue pause de tout? Je pensais qu'elle s'inquiétait pour moi. Je sais maintenant qu'elle recueillait des informations. Ethan a commencé à faire des commentaires qui me restaient en tête plus longtemps qu'il n'aurait dû. Tu t'es regardé dernièrement? J'ai honte de sortir avec toi comme ça. Avant, tu faisais attention. Chaque phrase atterrissait doucement, comme une marque d'inquiétude. Mais ensemble, elles ont construit quelque chose de lourd en moi. J'ai commencé à éviter les miroirs, à éviter les conversations, à m'éviter moi-même. Quand quelque chose ne va pas, mais que vous êtes trop fatigué pour y faire face, votre esprit cherche l'explication la plus simple. Vous vous blâmez. Je me disais que j'échouais en tant qu'épouse, en tant que femme, en tant que partenaire. Il ne m'a jamais traversé l'esprit que quelqu'un se préparait à me remplacer. Pas dans mon mariage. Pas dans ma propre vie. Ignorer les signaux d'alarme semblait plus sûr que de tirer sur un fil qui pourrait tout faire s'effondrer. Alors, je suis restée silencieuse. Et ce silence m'a presque tout coûté. J'ai laissé mes enfants à une voisine et je suis allé directement à la banque. Je n'ai pas changé de vêtements. Je ne me suis pas coiffé. Je suis sorti en vieux jean et t-shirt déformé, mon esprit courant plus vite que mon corps ne pouvait suivre. Sur le chemin du centre-ville, des fragments de mon ancienne vie ont commencé à refaire surface. L'analyste, la femme qui posait des questions, celle qui n'acceptait jamais de réponses vagues. J'ai appelé Nina dès que je suis arrivé. Je suis là, ai-je dit. Je ne peux pas passer par l'entrée principale. Ils me verront. Il y a une entrée de service à l'arrière, a-t-elle répondu. Je vous y rejoins. 5 minutes plus tard, je la suivais dans un escalier de service étroit qui sentait le vieux café et les produits de nettoyage. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'elle pouvait l'entendre. Ils sont dans la salle de conférence, a-t-elle chuchoté. Ils y sont depuis presque 2 heures. Elle m'a conduite dans une petite salle de sécurité remplie de moniteurs scintillants. Sur les écrans, j'ai vu mon mari. Ethan était assis en bout de table, détendu, confiant, portant un costume que je n'avais jamais vu. Il avait l'air prospère, épargné par les nuits blanches ou l'inquiétude. À côté de lui était assise une femme portant mon manteau. Tenant mon sac. Ses cheveux étaient coiffés comme les miens l'étaient avant que je ne m'en soucie plus. Elle me ressemblait, ou plutôt, elle ressemblait à la version de moi que j'étais autrefois. En face d'eux se trouvait ma mère, habillée proprement, concentrée, signant des documents sans hésitation. Il y avait aussi la sœur d'Ethan, Rachel, organisée, efficace,
empilant des papiers comme quelqu'un de très à l'aise avec une paperasse qui n'était pas la sienne. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la tristesse. De la clarté. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas de la panique ou de la confusion. C'était un plan, et j'étais arrivé juste à temps pour le voir. Je n'ai pas pleuré, et cela m'a surprise. Je suis resté là, à regarder les moniteurs, et quelque chose en moi a basculé vers un endroit familier, un endroit calme, un endroit concentré. L'endroit où je vivais autrefois quand une affaire n'avait plus de sens et que tous les autres dans la pièce passaient à côté. Je me suis tourné vers Nina. J'ai besoin des historiques de transactions pour chaque compte à mon nom sur les 3 dernières années, et de chaque procuration jamais déposée sous ma signature. Elle a hésité une demi-seconde. Puis elle a hoché la tête et a quitté la pièce. Pendant son absence, j'ai regardé Ethan se pencher vers la femme à côté de lui. Sa main reposait sur son dos d'une manière que j'ai reconnue instantanément. Pas le contact d'un collègue, pas le contact d'un étranger. Le contact de l'habitude. Quand Nina est revenue, elle portait un épais dossier de relevés imprimés. Elle m'a tendu un crayon sans que je le demande. Mes mains ont bougé automatiquement. 10 000 $ ici, 8 000 $ là. Assez petit pour éviter les alertes. Assez fréquent pour vider une vie. Plus de 800 000 $ envolés. Tout transféré à une SARL enregistrée au nom de la sœur d'Ethan. 3 mois plus tôt, une procuration générale avait été déposée à mon nom. Elle autorisait la vente de notre résidence principale. Je ne l'avais jamais vue. 1 mois plus tôt, un prêt avait été contracté en utilisant notre propriété de vacances comme garantie. Je n'avais jamais signé pour cela. Il y a 2 semaines, le bénéficiaire de mon assurance vie avait été changé de mes enfants à mon mari. Ma gorge s'est serrée, mais mon esprit est resté vif. Nina, dis-je en montrant une ligne. Où cette procuration a-t-elle été signée? Elle a vérifié le système. Succursale du centre-ville. D'après les dossiers, vous étiez physiquement présente. Montrez-moi toutes les vidéos de sécurité. La vidéo montrait une femme dans mon manteau, filmée de dos, signant des documents. Elle ne s'est jamais tournée vers la caméra. Ce n'était pas moi, dis-je calmement. J'étais hospitalisé cette semaine-là. Je peux le prouver. Le visage de Nina a pâli. C'est de la fraude, a-t-elle chuchoté. À plusieurs niveaux. Ce n'est pas tout, ai-je répondu. J'ai passé un appel, à un ancien collègue, quelqu'un qui me devait encore une faveur. 15 minutes plus tard, il a confirmé ce que mon instinct savait déjà. L'entreprise d'Ethan était en faillite, écrasée par les dettes, avec des procès en cours et des créanciers qui se rapprochaient. Il avait caché cela pendant plus d'1 an, et soudain, tout prenait sens. Je n'étais pas sa partenaire. J'étais son bouclier. Quand les choses allaient bien, il était l'histoire à succès. Quand tout s'est effondré, tout a été transféré à mon nom. Et maintenant, il vidait tout, me laissant avec la dette et rien d'autre. Je suis sorti de la salle de sécurité parce que j'avais besoin d'air. La vérité a un poids. Quand elle s'installe dans votre poitrine d'un seul coup, il devient difficile de respirer. J'ai trouvé ma mère dans les toilettes pour femmes, debout devant le miroir, retouchant son rouge à lèvres. Elle avait l'air calme, posée, comme une femme aidant sa famille avec de la paperasse. Quand elle a vu mon reflet, sa main s'est figée. Lorraine, a-t-elle murmuré. Qu'est-ce que tu fais ici? Je l'ai regardée un long moment avant de répondre. Qu'est-ce que tu fais ici, maman? Elle a redressé les épaules. Ethan m'a demandé de l'aide. Il a dit que tu n'allais pas bien, que tu étais dépassé. Il a dit que tu avais accepté tout ça. Cette femme dans la salle de conférence, dis-je doucement. Ce n'est pas moi. Tu sais, n'est-ce pas? Elle a détourné le regard. Il a montré des messages où tu parlais de partir, de ne plus y arriver. Ils sont faux, ai-je répondu. Je ne les ai jamais écrits. Il avait besoin que tu croies que j'étais instable. Ses lèvres se sont pincées en une ligne fine, un geste que je connaissais bien, celui qu'elle utilisait quand elle ne voulait pas admettre qu'elle pouvait avoir tort. Ethan a dit qu'il protégeait les petits-enfants, a-t-elle murmuré, que c'était pour la famille. Maman, dis-je en m'approchant. Il entretient sa maîtresse depuis 3 ans avec mon argent. Elle est enceinte en ce moment. Il essaie de me laisser avec les dettes et de prendre tout le reste. Elle a secoué la tête lentement. Ce n'est pas possible. Alors,
je lui ai pris la main et l'ai ramené dans la salle de sécurité. À l'écran, Ethan se penchait vers l'autre femme et lui touchait la joue tendrement, intimement, sans y penser. Les genoux de ma mère ont fléchi. Elle s'est assise lourdement. Il ne t'a jamais regardé comme ça, a-t-elle chuchoté. Je sais, ai-je dit. Parce que je n'ai jamais été celle qu'il aimait. J'étais utile. Nina a placé les documents devant elle, les transferts, les actes, les dates, les preuves. Ma mère a couvert sa bouche et a commencé à pleurer. Pas des larmes de théâtre, de vraies larmes. Je l'ai cru, a-t-elle dit. Je l'ai choisi lui plutôt que toi. Je me suis assise à côté d'elle. Tu peux encore réparer ça, ai-je dit. Mais tu dois dire la vérité. Elle a essuyé son visage et m'a regardé. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu de la honte dans ses yeux. Dis-moi quoi faire, a-t-elle dit. 20 minutes plus tard, je me tenais devant la porte de la salle de conférence. À l'intérieur, Ethan pensait qu'il était en train de gagner. Nina avait appelé pour leur dire qu'il y avait un problème de vérification mineure. Juste assez pour les garder assis. Juste assez de temps pour que tout soit prêt. Derrière moi se tenait Nina, un agent de sécurité de la banque et ma mère. Elle avait l'air pâle mais stable maintenant, décidée. J'ai aperçu mon reflet dans la vitre. Vieux jean, chemise froissée, pas de maquillage, cheveux en désordre. Je n'avais pas l'air puissante. Mais j'avais la vérité, et c'était suffisant. J'ai ouvert la porte. La pièce est devenue silencieuse. Ethan se tenait près de la fenêtre, téléphone à la main. Quand il m'a vu, il l'a laissé tomber de ses doigts et il a heurté la moquette. Le son était sec. Final. La femme dans mon manteau a sursauté si vite qu'elle a renversé sa chaise. Sans la posture calme, sans l'illusion, elle avait l'air jeune, effrayée, déplacée. Rachel a serré le dossier de documents contre sa poitrine comme un bouclier. Le directeur de la banque a regardé de moi à la femme à côté d'Ethan et de nouveau à moi, la confusion se lisant sur son visage. Ethan, dis-je calmement. Comment s'est passé ton voyage d'affaires? Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a réessayé. Lorraine, ce n'est pas ce que tu crois. Je me suis avancé et j'ai pris un document sur la table. Procuration générale, ai-je lu à haute voix. Autorisation de vendre ma maison, de liquider mes comptes. Je l'ai regardé. Voudrais-tu expliquer pourquoi une autre femme signe ça à ma place? C'est temporaire, a-t-il dit rapidement. Pour les affaires, tu sais comment c'est. Oui, je sais, ai-je répondu. Tu es en faillite. Le mot a atterri comme une gifle. Le directeur s'est levé lentement. Monsieur, a-t-il dit à Ethan. Cette femme est-elle votre épouse? Oui, a dit Ethan en désignant la femme dans mon manteau. Non, ai-je corrigé. C'est moi. Je me suis tourné vers elle. Enlève mon manteau. Elle a hésité. Puis, lentement, elle l'a déboutonné et l'a laissé tomber au sol. Sans lui, l'illusion s'est effondrée. Ce n'était pas une épouse, pas une partenaire, juste une jeune femme qu'on avait habillée pour voler une vie qui n'était pas la sienne. Et tout le monde dans la pièce pouvait enfin le voir. La police est arrivée discrètement. Pas de sirène, pas de cri, juste 2 officiers entrant dans la pièce et demandant à Ethan de se lever. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il avait l'air petit. Pendant qu'il lui lisait ses droits, il n'arrêtait pas de me regarder, cherchant quelque chose sur mon visage. De la pitié, du doute, du regret. Je ne lui ai rien donné. Il n'y avait plus rien à donner. Rachel a été emmenée ensuite. Elle a protesté bruyamment, parlant d'avocats et de malentendus, mais personne n'a écouté. Les documents parlaient assez clairement. La femme qui avait porté mon manteau est restée assise. Elle témoignerait plus tard que c'était sa seule issue. Les semaines suivantes se sont confondues. Déposition, avocats, date d'audience, dossiers empilés sur ma table de cuisine où les enfants coloriaient autrefois. Ethan a essayé de négocier depuis sa détention. Il a offert un divorce discret, la garde exclusive, les biens. Si je retirais les charges, je refusais. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une question de responsabilité. Le tribunal a agi plus vite que je ne l'attendais. Fraude, falsification, abus financiers. Les mots semblaient lourds, mais ils étaient exacts. Quand le verdict a été lu, je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni joie,
juste un vide étrange là où l'amour avait autrefois vécu. Après, ma mère se tenait à côté de moi dans le couloir. Elle avait l'air plus âgée que dans mon souvenir. Je suis désolé, a-t-elle dit. J'ai fait le mauvais choix. J'ai hoché la tête. Tu as réparé ça quand ça comptait. C'était tout ce que j'avais. Je suis rentré chez moi auprès de mes enfants ce soir-là et je les ai bordés un par un. Tout était incertain, mais pour la première fois depuis des années, c'était honnête. Recommencer à zéro ne semblait pas courageux. C'était épuisant. J'ai vendu la maison dans laquelle nous avions vécu pendant des années. Trop de souvenirs vivaient dans ces murs. Trop de mensonges. J'ai acheté un endroit plus petit dans un quartier calme, près de l'école de mon fils et de la garderie de ma fille. Rien d'extraordinaire, juste un endroit sûr, juste à moi. Les enfants ont eu du mal de différentes manières. Mon aîné posait des questions prudentes. Mon plus jeune a à peine remarqué. Ma fille s'ennuyait de son père et se réveillait en pleurant pendant des semaines. Nous avons trouvé de l'aide. Nous avons parlé. Nous avons attendu. La guérison ne suivait pas un calendrier. 6 mois plus tard, je suis retourné travailler. Mon ancien patron m'a appelé lui-même. Il a dit ce que j'avais besoin d'entendre, non pas comme une flatterie, mais comme un fait. Vous étiez la meilleure analyste que nous ayons eue. Si vous voulez revenir, la porte est ouverte. J'ai posé des conditions, des horaires flexibles, du temps pour mes enfants, un salaire équitable. Il a accepté. Lors de mon premier matin de retour, je me suis tenu devant le miroir dans un tailleur simple et je n'ai pas reconnu la femme qui me regardait. Pas la mère épuisée, pas la jeune professionnelle ambitieuse. Quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui avait été mis à l'épreuve. Ce soir-là, mon fils m'a regardé et a dit « Maman, tu te ressembles à nouveau ». J'ai souri. Je ne reconstruisais pas une carrière. Je reconstruisais une vie, lentement, honnêtement, selon mes propres termes. Les gens me demandent parfois ce que ça fait de gagner. Ils s'attendent à de la colère, de la célébration, de la satisfaction. Mais ce n'a jamais été le but. La vengeance, ce n'est pas crier. Ce n'est pas l'humiliation. Ce n'est pas regarder quelqu'un d'autre tomber. La vraie vengeance, c'est de s'en aller l'esprit clair, les enfants en sécurité, et sa vie de nouveau entre ses propres mains. J'ai 41 ans. Je suis mère de 3 enfants. Je travaille dur. Je suis fatigué. Certains jours sont encore accablants. Mais chaque décision que je prends maintenant est la mienne. Personne ne parle pour moi. Personne ne signe pour moi. Personne ne planifie mon avenir en secret. Je n'ai pas détruit mon mari. Il s'est détruit lui-même. Tout ce que j'ai fait, c'est refuser de disparaître en silence. Si cette histoire a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti effacé, contrôlé ou lentement poussé hors de votre propre vie, sachez ceci. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes fatigué. Et quand le moment viendra, vous vous souviendrez de qui vous êtes. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire, veuillez aimer, partager et commenter ci-dessous. Dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est l'art de la vengeance.